promis, vous faites du bruit? On est content d'être à Grenoble? Est-ce qu'on est nombreux? Alors pour maintenant, Benoît Hamon. Bon, bonjour à tous. D'abord, vous allez peut-être sans doute l'entendre, mais j'ai perdu ma voix pendant ces 48 heures. Toi, j'ai fait aucun excès, je vous promets. Mais j'ai perdu la voix, donc je vais boire beaucoup pour m'hydrater, essayer d'éclairer mon timbre de voix, mais vous aurez le droit à cette vieille sonorité un peu grave pendant au moins 3/4 d'heure, donc je m'en excuse par avance. Je veux simplement, avant de démarrer, adresser un remerciement tout particulier à Éric Piolle, le maire de Grenoble, et Christophe Ferrari, le président de l'agglomération. Remercier Maxime et Soukaina du comité de Grenoble et évidemment tout le comité de l'Isère pour la remarquable organisation, la préparation de ce congrès, cette convention nationale. Saluer évidemment toute l'orga, je ne vais pas donner leur nom, mais ils ont fait un travail absolument considérable et ils savent qu'on leur doit beaucoup et ils se reconnaîtront, même si je ne peux pas donner tous leurs noms, dans les sincères remerciements que je leur adresse et une mention spéciale, comme nous le faisons souvent, mais qui est méritée évidemment à tous les militants de génération et aux services d'ordre qui sont les chevilles ouvrières de toute cette organisation, de tout ce congrès depuis plusieurs semaines. Bon, j'adresse un salut fraternel aux 5 binômes qui se sont présentés à vos suffrages et qui, dans un exercice démocratique tout à fait original, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mouvements politiques qui procèdent ainsi. Et on a eu des innovations démocratiques nombreuses depuis maintenant 1 an, depuis Le Mans, il y a 6 mois, mais nombreuses. Certaines, on les gardera sans doute collectivement, d'autres pas, mais on continuera à cheminer en essayant de faire en sorte d'être un grand mouvement politique, agile, capable de prendre des décisions, mais toujours démocratique et qui ne sacrifiera pas la démocratie à l'agilité, comme parfois certains mouvements le font, c'est-à-dire refusent la délibération pour pouvoir prendre des décisions. Nous considérons que nous devons, et je crois que c'est une grande chance, être le plus proche possible de la démocratie que nous souhaitons pour le pays. Un mouvement politique n'est pas une république, mais il doit tenter de s'en rapprocher. Donc merci et bravo aux 5 binômes. Et évidemment, félicitations à nos 2 coordinateurs nationaux, notre coordinatrice Claire et notre coordinateur Guillaume, Claire Monod et donc Guillaume Balas. Bon, je voudrais commencer avec vous parler aujourd'hui de votre avenir, de notre avenir, mais l'actualité, et plus encore que l'actualité, une forme de colère personnelle m'incite aujourd'hui à commencer par partager avec vous un nombre. 34 361. 34 361, c'est un nombre à la fois à graver dans nos consciences et un nombre dont chacun doit avoir conscience qu'il continue en ce moment même d'augmenter. 34 361, c'est un nombre qui nous effraie et qui nous déshonore encore davantage s'il ne nous effraie pas. 34 361, c'est un nombre que l'histoire retiendra comme une faute, et je le dis solennellement, comme un crime envers l'humanité, un manquement impardonnable à nos devoirs les plus sacrés envers nos semblables. Ce nombre, publié par le Guardian il y a quelques jours, c'est celui des femmes, des hommes, des enfants morts en tentant de rejoindre l'Europe. Amadou Taïbou Diallo, il avait 16 ans.
Il s'est noyé quand son embarcation a chaviré dans l'enclave de Melilla. Binta Baldé, elle avait 21 ans. Elle s'est noyée, elle et tous ses rêves de jeune femme, en Méditerranée. Elle avait 16 ans, elle s'appelait Oumou Bel Ba. Elle s'est aussi noyée quand son bateau a sombré parce qu'il y avait trop de passagers. Un jeune homme, il s'appelait Meng Medan, il avait lui aussi plein de rêves. 16 ans, mort en tombant du camion à bord duquel il espérait quitter Calais et la France pour rejoindre sa famille en Grande-Bretagne. Dans cette interminable liste qui a été publiée par le Guardian, qui publie aussi les noms et les histoires de ces hommes et de ces femmes, une mention revient et cette mention nous touche particulièrement au milieu de cette forêt d'humains décimés par l'égoïsme. Sur cette mention-là, il y a écrit « Bébé, 3 mois, nom inconnu, décédé de malnutrition et de fièvre sur le bateau de l'ONG qui lui portait secours entre la Libye et l'Italie. » Pour ce bébé, pour les nombreux autres, pour tous les autres et pour tous ces 34 361 êtres humains qui étaient nos compatriotes citoyens du monde, je vous propose de leur témoigner, comme nous l'avons fait depuis maintenant 24 heures, toute notre fraternité en vous levant et en respectant une minute de silence. Je vous remercie. En tout cas, vos applaudissements iront, j'imagine, droit au cœur des ONG qui sont aujourd'hui considérées ou assimilées à des quasi-passeurs par le président de la République française. Et en tout cas, salut fraternel à ceux qui, tous les jours, aujourd'hui, honorent l'idée qu'on se fait, nous, des droits de l'homme et de la République en aidant et en portant secours à ces réfugiés, ces migrants qui risquent leur vie et sont secourus par les ONG en Méditerranée. J'ai souhaité débuter par là parce que la question des migrants est un révélateur de l'époque, mais aussi un révélateur de nous-mêmes. C'est un révélateur de cette Europe qui n'a plus d'union dans les faits que le nom, où le fasciste Salvini et l'ultra-libéral Macron se rejettent les 600 passagers de l'Aquarius comme de sinistres négociants une marchandise avariée. C'est un révélateur de cette époque où l'on peut mentir impunément, faire de la communication en recevant à l'Élysée un héros, Mamoudou Gassama, et en même temps, laisser des enfants qui sont les futurs Mamoudou Gassama à la dérive sur un bateau au milieu de la Méditerranée. C'est dans ces moments-là que je me dis que notre différence irréductible avec Emmanuel Macron, c'est que définitivement, comme l'écrivait Guy Debord, nous, contrairement à lui, nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle. Oui, c'est un terrible révélateur de la lâcheté des gouvernants. Cette étrange défaite intellectuelle et morale de nos élites face aux peurs qui saisissent notre peuple et les peuples européens. On agite les sondages en nous disant « mais les Français sont majoritairement contre l'accueil de l'Aquarius ». Et alors ? Et alors ? Et alors ? Combien d'autres têtes tombées au pied de l'échafaud si François Mitterrand et Robert Badinter avaient gouverné au gré des sondages et non de leur conscience?
Combien de femmes mutilées, opprimées dans leur chair si Simone Veil avait cédé aux passions mauvaises? Et je le dis à ceux qui ont le goût de la panthéonisation des autres, il faut parfois être un peu à la hauteur des femmes et des hommes d'État qu'on prétend honorer ou imiter. Et surtout, il faut être parfois à la hauteur de notre peuple et de son histoire. Il est temps que quelqu'un ose parler à l'intelligence d'un peuple qui n'a jamais été si grand que lorsqu'il était fraternel. Quelqu'un doit résister à cette marée brune qui emporte tout, nos valeurs et avec elles notre honneur. Françaises, Français, c'est ce que nous vous disons ici à Grenoble. Vous êtes le grand peuple de la Révolution et de la Résistance, la terre d'accueil des républicains espagnols et des boat people vietnamiens. N'avons-nous pas honte? Pas honte. Et c'est mon devoir et c'est notre devoir de dire à chacun et à chacune de nos compatriotes, parce que nous aimons, parce que j'aime passionnément la France, ce pays, mais parce qu'il nous fait honte lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de notre tradition républicaine d'asile. C'est notre responsabilité de dire que nous avons honte lorsque certains sont obsédés par les racines chrétiennes de la France, mais oublient soigneusement l'héritage du christianisme social. J'ai honte, lorsque le gouvernement dit que la France a pris sa part, voire que nous sommes submergés, alors que l'Allemagne a délivré 9 fois plus de titres protecteurs que nous dans les dernières années. Honte à Gérard Collomb de placer en garde à vue des Français comme Cédric Héroux ou comme Martine Landry, cette formidable dame de 73 ans, poursuivie pour avoir tendu la main à celui qui en avait besoin, poursuivi pour délit de solidarité, alors que lui, Gérard Collomb, laisse les xénophobes de génération identitaire humilier des migrants épuisés en pleine montagne. J'ai honte. Honte quand ce gouvernement allonge la durée de rétention, y compris des enfants, y compris de mineurs isolés, exactement comme qui? Comme Trump. Comme Salvini et comme Trump. Ce n'est pas mon idée, ce n'est pas notre idée de la France. Alors je sais que certains à droite, certains parfois à gauche d'ailleurs, se taisent. Mais moi je m'y refuse, comme vous, comme nous. Peut-être parce que je viens d'un petit bout de terre où l'on connaît le prix déchirant parfois du départ et de l'exil. Et je dis aux Français, oui, nous devions accueillir les femmes et les hommes et les enfants de l'Aquarius. Oui, c'était notre devoir moral et politique envers eux et envers nous-mêmes. Et je vais plus loin. Françaises, Français, vos gouvernants vous mentent et convoquent le pire de vous-même, et en faisant cela ne vous respectent pas. Et je veux faire appel, et nous voulons faire appel, à ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre vous. Osez entendre la vérité. Nous devons prendre notre part d'hospitalité et d'accueil des migrants. L'asile, c'est 40 000 personnes l'an dernier. Dans un pays comme la France, cela se résume à une image simple. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues. C'est comme si, une fois par an, à une tablée où nous sommes 1500, comme dans cette salle aujourd'hui, nous ne pouvions accueillir une personne. Une qui a froid, qui a peur, qui a faim et qui a absolument tout perdu.
sa liberté, son pays, sa famille. Voilà la réalité de l'asile à laquelle aujourd'hui nous nous refusons. Nous, non pas ceux qui sont ici, mais ceux qui, en notre nom, au nom du peuple français, n'ont pas trouvé mieux que de fermer et de cadenasser l'entrée de nos ports et l'entrée de nos pays à ceux qui fuient l'oppression. Alors, il vous parle de submersion et de grands remplacements, de vagues migratoires, de shopping de l'asile. Moi, je vous parle de fraternité, de cette fraternité universelle qui n'est rien de moins que notre raison d'être en tant que nation, pas en tant que mouvement politique, mais comme l'a dit tout à l'heure Yanis, en tant que nation. Il ne rêve que de murs et de barbelés. Alors soyons, comme nous y invitait l'immense écrivain Édouard Glissant, et je le cite, « De part et d'autre de leurs murs, de part et d'autre de toutes leurs barrières, les 100 fois 100 millions de lucioles, une seule pour maintenir l'espoir à la portée de tous, et tous les autres pour garantir l'ampleur de cette beauté contre les forces contraires. » Que sommes-nous si nous ne sommes pas la France fraternelle? Renoncerons-nous par égoïsme à la voie historique de la France? Que voulons-nous être? Voilà la question que chacune et chacun se pose désormais dans notre pays. Quelle nation voulons-nous être? Voulons-nous être un petit pays aigri, replié, craintif, qui détourne les yeux au lieu de prendre ses responsabilités, ou une grande nation fière de ses valeurs? Voilà la question qui est posée aujourd'hui aux Français. Et cela nous dit aussi qui nous voulons être à Génération. Ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai commencé en parlant des migrants plutôt que de la vie interne de notre mouvement, même si c'est un très beau moment que nous vivons ici à Grenoble. Le rêve d'Émeric Caron, à 4 mois, Alternativette de Rasmus Nordqvist à 4 ans, Razem doit avoir quelques petites années. Nous sommes tous des mouvements jeunes. Nous sommes tous lassés de ces champs politiques dans lesquels on ne prenait plus de plaisir à débattre, à penser des solutions, à partager et essayer de construire. Et voilà ce que nous sommes, nous. Voilà notre méthode. Voilà la méthode Génération. Parler du fond, faire passer nos valeurs, nos idées, nos solutions avant tout. Nous sommes un mouvement différent et nouveau parce que nous laissons, ou nous refusons, pardon, de laisser l'accessoire prendre le pas sur l'essentiel. Le court-termisme sur la vision du temps long. Les petits intérêts particuliers sur l'intérêt général. Nous assumons et nous assumerons notre différence. Nous assumons ce qui suscite parfois l'ironie dans leur si vieux nouveau monde. Nous assumons cette exigence démocratique qui est un respect élémentaire de parler à l'intelligence de notre peuple, de croire en la politique, d'aimer à nouveau la politique quand et uniquement quand elle repose sur la raison des citoyens, leur pouvoir souverain et des passions positives. Nous assumons, disons-le, d'être le nouveau mouvement des valeurs. Oui, le mouvement des valeurs de la gauche et de l'écologie politique. La gauche régénérée, ressuscitée par l'écologie politique, voilà notre identité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur le fond. Je ne veux pas m'appesantir de trop sur notre identité. Au fond, car je pense, et je l'espère comme vous, car à force d'affirmation d'une identité, on finit par exclure ou décourager tous ceux qui n'est pas exactement comme nous. Dire ce que l'on est se résume souvent, aux yeux de certains d'ailleurs, à dire et affirmer ce que l'on n'est pas, à prononcer des excommunications, des fins de non-recevoir,
des déclarations d'incompatibilité en tout genre. Et le repli identitaire, Guillaume Balas l'a remarquablement dit hier, est un danger mortel pour la gauche et l'écologie politique. Le repli identitaire est un danger, et un danger aujourd'hui dont nous devons nous départir parce que c'est un danger, je le répète, mortel. Mortel pour nous tous. Nous croyons, nous, aujourd'hui, que la raison de cette situation, de ce rejet identitaire, qu'elle est sous nos yeux. Qu'elle est sous nos yeux parce que les néolibéraux veulent convaincre les citoyens que tout ce qui relève de l'économie, du social, de l'écologie, serait trop complexe et trop puissant à la fois pour qu'on leur demande tout simplement leur avis. D'ailleurs, ils parlent, ces gens-là, une langue que personne ne parle. Un sabir technocratique inventé pour tenir les citoyens, surtout à l'écart de la décision. On assiste à une sacralisation de l'économie qui est entrée dans le domaine dangereux des dogmes irréfutables. C'est devenu la loi naturelle, l'ordre incontestable du monde. Ils savent. Ils, eux, c'est qui? Ce sont les gens qui savent, les gens sérieux. Ce sont des layeurs, les mêmes qui, pendant des siècles, vous envoyaient au bûcher sans sourciller si vous ne disiez pas « Amen » à leur théorie selon laquelle la Terre était plate. Et aujourd'hui, ils voudraient nous faire croire que la règle de l'équilibre budgétaire est aussi indiscutable que quoi? La poussée d'Archimède. Ainsi, on ne pourrait plus discuter le principe selon lequel un pays, pour faire des gens heureux, doit faire croître exponentiellement son PIB. On ne peut plus discuter le principe selon lequel, pour être heureux, il faut être compétitif, et donc réduire à l'infini le coût du travail. On ne peut plus non plus discuter le principe selon lequel délivrer une allocation à un pauvre est une mauvaise chose parce que ça l'encourage, rendez-vous compte, à préférer l'assistanat. Et c'est leur mot préféré, ce sale mot d'assistanat. Mais nous, est-ce que quand le patron de Carrefour part avec des millions en supprimant des milliers de postes et en se gavant de CICE, nous parlons, nous, de parasitanat? Est-ce que nous parlons de super profitana, de fraude fiscalana, du travail au noirana, du harcèlement-tana? Parce que, quand même, pardon, hein, mais tous ces mots riment terriblement avec patronat, n'est-ce pas? Alors, si on les écoute, le capitalisme, le consumérisme sont aussi naturels, plus naturels même, que l'air que nous respirons. Et d'ailleurs, notez bien qu'ils finiront un jour, eux, par essayer de nous le vendre, l'air, même s'ils l'ont d'abord pollué. Cette naturalisation de l'économie conduit beaucoup de citoyens à croire qu'il est vain de vouloir changer de politique économique, écologique ou sociale. D'ailleurs, l'ancien ministre des Finances de Mme Merkel, qui inspire beaucoup M. Macron, disait au moment de la crise grecque, le peuple a voté, soit, et quand même pas pour changer une politique économique. On en est là. Alors que propose-t-il? Il resterait quoi? Et il resterait l'identité, justement. Une espèce de refuge pour ceux que la démocratie exclut. C'est-à-dire de plus en plus de monde. Ainsi, on assiste à un repli identitaire partout. Partout, le néolibéralisme a soustrait à la délibération citoyenne les questions économiques, les questions sociales et les questions écologiques. La démocratie, elle est malade, fatiguée, rabougrie. Allons-nous l'abîmer encore davantage? L'abîmer nous-mêmes en proposant un petit repli identitaire à ceux qui s'angoissent chaque jour pour leurs droits, leur pouvoir d'achat, leurs services publics,
leur retraite ou tout simplement leur espérance de vie, eh bien moi je ne le souhaite pas. Je crois, pour ce qui me concerne, que nous devons être le parti des solutions, pas d'une identité supplémentaire. Un mouvement remède pour la démocratie, un mouvement antidote à cette ambiance morose et morbide. Oui, Génération est l'antidote à la peste néolibérale et à la lèpre nationaliste à la fois. Génération est le remède ou un remède à la nostalgie poussiéreuse du reaganisme ou du bonapartisme, du giscardisme 2.0 ou du lepénisme, quel que soit son prénom. Nous sommes, avec notre diversité heureuse, la médecine contre la xénophobie brutale ou la haine bon chic, bon genre envers nos compatriotes musulmans. Nous travaillons aux solutions avant tout. Vous voulez savoir qui nous sommes? Eh bien, regardez d'abord ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous proposons. En nous voyant travailler hier et aujourd'hui et depuis un an maintenant, avec cette formidable énergie renouvelable évidemment, encore une mauvaise nouvelle pour eux, avec plus désormais de 1000 comités et 60 000 membres. Comment vous dire, moi j'éprouve mais une fierté incroyable. Alors ils ne sont pas tous là. Ils nous regardent, sans doute sur le site internet. Et bonne nouvelle, le nouveau site internet de Génération sera disponible demain matin. Donc on va démarrer avec de nouveaux outils. Mais cette fierté éminemment collective d'appartenir à un mouvement de femmes, d'hommes, qui n'ont pas renoncé et ne renonceront jamais à se battre d'abord pour leurs idées. Et le temps est venu pour les femmes et les hommes de gauche de ce pays de retrouver de la fierté. La gauche est fière parce qu'elle est la gauche dans nos cortèges pour sauver le service public de la SNCF. La gauche est fière parce qu'elle est la gauche lorsque les jeunes générations mènent la bataille, et nous avec, contre la sélection à l'université et Parcoursup. Et cet été, en faveur, partout en France, des alternatives agricoles. La gauche est fière quand nos membres accueillent des migrants chez eux. La gauche est fière quand nos élus, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, obtiennent d'ouvrir les ports de leur région aux bateaux des ONG. Alors, ceux qui nous regardaient de haut commencent à nous regarder un peu de travers. Et ces derniers jours, un certain nombre d'attaques presque coordonnées de politiciens du siècle dernier ont achevé de me convaincre, moi. Ils ont enfin compris. Ils ont enfin compris. Ils croyaient que le mouvement du 1er juillet était la rêverie d'un promeneur solitaire, alors que nous lançons la bataille de la multitude, la bataille de la future majorité. Ils ont compris que nous sommes désormais un mouvement incontournable. Une foule joyeuse, bruyante, indocile, qui n'est pas docile. Bruyante, qui ne sera pas docile et qui, je le dis, est déterminée. Déterminée. Ils ont compris qu'une nouvelle force s'était levée. Et mes amis, je vais parler haut et clair, pour que le message passe bien au-delà de ces murs. Ils ont enfin trouvé, face à l'offensive ultralibérale et aux populistes racistes, une force politique qui ne fera plus aucune concession idéologique, qui n'accordera aucun point à l'adversaire et qui refusera de reculer sur ses valeurs. Là-dessus, nous ne reculerons pas. Ce n'est pas du sectarisme. Nous disons que ce qui est le moteur de notre engagement, qui fait qu'un jour, on s'est levé au nom d'une certaine idée de l'humanité, là-dessus, nous ne lâcherons rien
au prétexte d'aller faire le commerce de quelques voix par-ci, par-là. Et je veux m'adresser à ce moment à toutes celles et ceux qui se sentent orphelins de la gauche, mais aussi de l'écologie en général, et qui s'étaient réveillés un peu groggy après l'élection présidentielle, groggy depuis que la gauche et l'écologie politique étaient divisées. Et à cela, je leur dis, venez travailler, venez échanger, venez écouter comme nous l'avons fait, inventer avec nous l'après-Macron et l'après-Carbone, parce que c'est la même chose. Et parce que nous sommes le parti de la grande bataille culturelle à gauche et dans l'écologie politique. Les vieux partis ont été emportés. Mais vos idées, ça veut dire que... C'est sympa. Mais vos idées, vos convictions, elles sont bien là. Elles sont bien là. Et vous n'êtes pas seuls à ne pas vouloir être pris en tenaille entre la peste nationaliste d'un côté et le choléra ultralibéral de l'autre. Vous n'êtes pas seuls à croire que l'urgence écologique et l'urgence sociale nous obligent à changer radicalement de modèle. Vous n'êtes pas seuls à vouloir une autre Europe, mais ni l'Europe marché, ni l'Europe bouc émissaire. Vous n'êtes pas seuls à vouloir réformer le pays, mais à vouloir que réformer rime avec progrès et plus, comme depuis 30 ans, avec une révolution néolibérale qui se contente de casser ce qui existait jusqu'à présent. Vous n'êtes pas seuls, et vous l'avez vu à travers les interventions d'Agnieszka Bak, de Rasmus, d'Elie tout à l'heure, vous n'êtes pas seuls à être féministes, internationalistes et laïques. Vous êtes, au fond, la gauche, et au sens large, la gauche et l'écologie politique. Vous n'avez plus à baisser la tête parce que vous êtes à la fois Jaurès et Occupy Wall Street. Vous êtes la jeunesse assassinée de Guy Môquet et la jeunesse indignée de Stéphane Hessel. Vous êtes les pionniers et les résistants, ceux qui veulent la sortie du nucléaire, tenaient tête à Monsanto et aux multinationales polluantes. Vous êtes ceux qui dénonçaient les tricheurs du Dieselgate. Vous avez secouru le vivant défiguré par la Moco et l'Erika. Vous avez sauvé Larzac et Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes le Front populaire, le temps des cerises. Vous êtes aussi la voix métallique des adieux de Salvador Allende. Vous êtes les manifestations pour libérer Nelson Mandela. Vous êtes la révolution des œillets. Vous êtes la rose au poing, vous êtes la fête de l'humain. Vous êtes Balance ton port. Vous êtes Balance ton port et vous êtes la retraite à 60 ans. Vous êtes l'abolition de la peine de mort. Vous êtes Nuit debout et Black Lives Matter. En fait, dites-le vous, vous êtes les 99%. Et vous pouvez être fiers, vous pouvez redresser la tête. La gauche, vous êtes, et je terminerai par ça, ceux qui demandent justice pour Adama Traoré. Vous êtes ceux qui, à côté des ouvriers de Ford à Blanquefort, des hospitaliers au Rouvray partout en France, se battent simplement pour leur boulot, leurs conditions de travail et faire correctement leur travail. Alors la gauche est là. Elle existe, elle vit comme le feu sous la cendre. Et le pays, je vous le dis, a moins besoin de Jean-Luc, de moi ou de vous, que de votre colère, de votre révolte, de vos rêves, de vos idées et de votre invincible fraternité.
C'est ça le plus important. Et je dois vous faire une confidence, petite, et qui vous ne vous surprendra sans doute pas. En tant que citoyen, en tant qu'homme de gauche, je rêve, et je rêve en grand. Mais si je dois vous faire cette confession, même si ce n'est pas dans l'air du temps, mon grand rêve à moi, ce n'est pas une foule de nouveaux amonistes, c'est une nation à nouveau humaniste. Ensemble, nous serons donc plus forts. Nous ne reculerons plus, nous ne renoncerons plus jamais à nos mots. Parce que la gauche, ce sont des mots entrés comme une épiphanie dans la vie de tous, et notamment des plus fragiles. Les mots sont des conquêtes. Nos mots sont devenus des droits dans ce pays. Prendre ses RTT, ses congés payés, le RMU, avant le mariage pour tous, se paxer. La CMU, il n'y a pas si longtemps, nous étions capables d'imposer notre imaginaire. Et ces sigles étonnants qui résonnaient comme des jours meilleurs. Les jours heureux. Et aujourd'hui alors, à Génération, nous avons osé prononcer les mots du futur pour préparer un autre futur, justement. Ces mots ont fait irruption dans le débat public et soyons-en fiers. Ils ne l'ont pas quitté depuis. C'est sûr, notre lexique, c'est pas, et ce n'est pas, le petit bréviaire de la Startup Nation. On ne disrupte pas les droits sociaux. On ne benchmark pas les pauvres et les migrants. On ne fait pas de cost killing à l'hôpital public et dans la fonction publique en général. En fait, à cette étape, peut-être cela changera-t-il, mais personne encore ne nous reconnaît à notre logo, à un slogan ou à une marque. On nous reconnaît à quoi? À nos propositions, à nos solutions. Et ça, c'est une incroyable force. Nous disons revenu universel d'existence. Nous disons taxe sur la plus-value créée par les robots. Nous disons reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Nous avons commencé à changer les mots. Alors imaginez quelle tête ils feront quand nous commencerons à changer la vie. D'autant, mes amis, que chaque jour, des leaders mondiaux, des articles de presse, des scientifiques ou des citoyens que nous rencontrons, que je rencontre, partout, nous disent « mais ces idées sont les bonnes. Il faut les regarder sérieusement, s'y intéresser. » Alors sans doute parfois, nous aurions pu mieux les expliquer. Et nous aurons encore à le faire. Car soyons clairs, avoir raison seul contre tout le monde ne nous intéresse pas. Nous ne postulons pas au statut de minorité éclairée, et d'autant plus éclairée qu'elle reste minoritaire toute sa vie. Nous croyons, nous, au pouvoir des idées, et nous voulons porter nos idées au pouvoir. Et nous voulons porter nos idées au pouvoir. Et je le dis avec fraternité et amitié à tous ceux qui nous ont fait l'amitié. Aujourd'hui et hier, d'autres mouvements politiques de la gauche de nous rejoindre et d'assister à ces discussions. Marie-Pierre Vieux pour le Parti communiste qui est là et que je remercie, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la gauche de Gérard Philippe, l'UDE, les socialistes qui sont venus hier aussi,
Nous les avons tous invités, peut-être m'en manque-t-il, le mouvement des citoyens également. Je crois que Bastien Faudot devait être là aussi aujourd'hui, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, je le leur dis. Nous voulons parler des mots auxquels nous tenons parce que ce sont non seulement des idées, mais une force, nos combats, des mots que nous voulons faire rentrer dans le réel. Ce sera notre combat. Et si l'on vous le demande comment résumer Génération, je vous invite à répondre par 3 jolis mots alors. 3 jolis mots souvent malmenés. Génération, c'est l'écologie, l'Europe, l'égalité. Nous sommes nés de l'urgence écologique. Nous venons dans cette salle d'horizons très divers, mais nous avons réalisé au fond le même cheminement. Un même cheminement vers l'écologie politique. Je vais même plus loin. Lors de la dernière élection présidentielle, même si la bataille fut âpre et les trahisons nombreuses, nous avons remporté une victoire idéologique. Il ne faut jamais laisser les victoires de côté, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Elles nous font progresser. Nous avons emmené la gauche vers sa révolution copernicienne. Cette révolution à laquelle Aymeric Caron, que je veux remercier sincèrement pour avoir participé à nos débats, invitait la société. Alors, ça n'est pas exactement sa révolution, mais elle s'en rapproche. C'est l'aboutissement d'une longue histoire, cette révolution copernicienne écologique pour la gauche. Et cette longue histoire commençait bien avant nous, notamment dans les années 50 avec des penseurs de la technologie comme Jacques Ellul, ou encore la création des Verts dans les années 80. Alors ils ont ri il y a encore de cela quelques mois quand nous parlions des perturbateurs endocriniens, des lobbies, du glyphosate déjà. Et aujourd'hui, plus personne ne rit. Plus personne ne peut revenir sur cette transition écologique de la gauche. Parce que pour opérer la transition écologique de la France, de l'Europe et du monde, il faut commencer par la transition écologique de la gauche, je vous le dis. L'écologie politique est la sève qui régénérera la gauche. Je ne crois pas à la sous-traitance d'une écologie dépolitisée par les vieux partis, ni au greenwashing qui vient repeindre les vieilles idées climaticides, productivistes, qui ont déjà tant abîmé l'environnement et les humains. Nous ne croyons pas que la société sobre, décarbonée, doive s'accommoder du progrès humain. Nous croyons que c'est sa condition même, et même la condition de la survie de l'espèce humaine sur cette planète. La gauche internationaliste ne peut pas se penser autrement qu'avec les millions de réfugiés climatiques menacés par le non-respect de l'objectif des 2 degrés. La gauche démocratique ne peut pas accepter le CETA, un énième accord de libre-échange contre les peuples, dangereux pour notre santé, notre agriculture et nos écosystèmes. La gauche sociale doit défendre les discriminés énergétiques les plus pauvres, qui payent souvent la plus grosse facture écologique, qu'ils payent aujourd'hui leur essence, qu'ils soient exposés au glyphosate ou qu'ils travaillent dans les conditions ignobles de certains abattoirs. Comme souvent ces derniers temps, on nous a cherché querelle. On a réduit cet engagement écologiste à des questions de liste et de poste. Alors là, je vais être encore très clair. Moi, j'ai tiré toutes les leçons de l'élection présidentielle. Toutes. Il y a quelqu'un qui est en train de prévenir, là. Attention, Hamon, il a tiré toutes les leçons. Je ne sais pas qui il prévient. Jean-Luc, François, Emmanuel... Parce qu'il y a des revenants en ce moment, vous avez vu. Bon, il ne faut pas que ce soit la seule chose qui reste, hein. Ça c'est une improvisation vraiment totale. Je le dis, nous ne croyons pas au repli identitaire, cela ne nous intéresse pas. Et encore moins au repli identitaire sur les petites chapelles, les petits appareils. Vous savez,
nous serons et nous sommes plus que jamais unitaires. Et nous disons à toutes les forces de gauche, le dialogue aujourd'hui est l'unité de demain. Et l'unité de demain sera la victoire d'après-demain. Une liste unie aux européennes placerait l'écologie politique en premier opposant à Macron. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que ce serait finalement dommage qu'au moment où l'écologie est partout, il n'y ait d'écologistes nulle part et surtout pas au Parlement européen. Alors d'ici là, nous ferons face, en souriant, s'il vous plaît, en souriant, à la litanie des stratégies inavouables d'acteurs minuscules pour retarder le moment de cette unité. Mais je vous l'annonce, elle se fera et nous en serons les architectes et les artisans inlassables. Sur le fond et les valeurs, sur l'Europe, l'écologie et l'égalité, en dépit des vieux appareils et de leurs professionnels de la vieille, très vieille politique. Une chose est sûre, nous porterons de toutes nos forces les idées d'une nouvelle gauche écologique dans les mois qui viennent, avec des femmes et des hommes issus de tous les territoires, aux trajectoires et aux cultures diverses. Sur le terrain, les combats modernes de la gauche et des écologistes, nous les porterons contre quoi? Contre la disparition de la biodiversité et pour un modèle agricole écologique. Contre la disparition des services publics et pour la reconnaissance des biens communs. Contre l'ubérisation du travail et pour le revenu universel d'existence. Contre les traités de libre-échange anti-écolo et pour l'accueil des réfugiés. Contre les discriminations et pour l'association des citoyens aux décisions qui les concernent, c'est-à-dire pour la démocratie. Contre la souffrance animale et pour le respect de toutes les formes de vie sensibles. Contre le réchauffement climatique et pour une désintoxication urgente de nos sociétés et de nos économies du dogme de la croissance. Car il y a vraiment urgence. Quand plus de 15 000 scientifiques lancent un appel parce qu'il y a urgence, nous ne nous occuperons pas, pardon de le dire, de politique politicienne dans les prochains mois. Que ferons-nous? Nous serons toujours de ceux qui luttent contre la marchandisation du vivant et jamais de ceux qui s'occupent du marchandage des petites places. Nous préférons nous occuper de la disparition des abeilles plutôt que de rechercher le buzz et de multiplier les pics. Et quand Emmanuel Macron proclame de « Make the planet great again » et, en même temps, réduit les aides à l'agriculture biologique, nous avons, nous, je le dis, le devoir de nous hisser à la hauteur de notre responsabilité historique. Alors, nous proposerons un New Deal écologique en Europe. Nous disons aux citoyens d'Europe, et si vous votiez enfin avec le sourire? À quand remonte le dernier moment où vous avez voté avec le sourire? Mais là, je parle à tous les Européens. Depuis quand n'avez-vous pas voté pour? Nous aimons l'Europe. Moi, j'aime l'Europe. Et c'est une immense faute des dirigeants de l'Union européenne d'avoir abîmé l'idée qui nous avait fait le plus vibrer depuis la Seconde Guerre mondiale.
C'est une immense faute de leur part. Nous voulons sortir du tout marché, mais nous ne voulons pas sortir de l'Europe. Nous voulons une alter Europe, une autre Europe, démocratique et sociale. Les libéraux nous disent chacun pour soi. Et les souverainistes nous disent chacun chez soi. Nous disons que nous servirons les Européens. Nous voulons une grande gauche écologiste européenne. Et pour citer à nouveau Glissant, agis dans ton lieu et pense avec le monde. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons une solution transnationale et nous la construisons. Nous ne nous contentons pas de grands appels. Nous nous sommes mis au travail. Notre Europe, ce n'est pas vociférer contre le plombier polonais qui viendra manger le travail et le pain du travailleur français. C'est se battre pour qu'il ait les mêmes droits, comme le disait Agnieszka Bach tout à l'heure, les mêmes droits sociaux harmonisés par le haut. C'est se battre justement aux côtés des femmes polonaises, comme aux côtés des femmes irlandaises auparavant, pour le droit à l'avortement. C'est se battre contre la résurgence du racisme et de l'antisémitisme partout en Europe et pas seulement en Europe centrale, jusque dans nos propres territoires. Voilà nos combats européens. Voilà nos combats européens. Et nous le disons, comme l'a dit tout à l'heure encore Yanis Varoufakis, Hope is back. L'espoir est de retour. Il est de retour. Il faut qu'il soit de retour. Nous voulons un processus de convention démocratique afin de réviser l'architecture européenne, y compris les traités, en y associant les citoyens européens et les corps intermédiaires. Nous laisserons-nous encore une fois coincés entre les populistes fascistes et les libéraux qui ont créé ces monstres? Parce que ce sont eux, ces populistes, par la désespérance démocratique, que leur politique sème au sein des peuples. Ce sont eux, les libéraux, qui ont créé aujourd'hui ce monstre, cette hydre à plusieurs têtes qui veut remettre en cause ce projet internationaliste de coopération entre les peuples si nécessaire. Et je vous le dis, comment lutterons-nous efficacement contre le réchauffement climatique si nous revenons à l'intérieur de nos frontières nationales respectives? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors nous voulons agir sans attendre avec le printemps européen, The European Spring, la nouvelle alliance européenne écologiste progressiste que nous avons constituée avec plusieurs mouvements de toute l'Europe et qui partageons tous ensemble un seul et même projet, celui de dire « oui, nous voulons changer les traités et nous nous donnerons les moyens démocratiques de le faire. Nous voulons le faire, indiscutablement, mais nous ne nous contenterons pas de le faire. Nous dirons ce que le lundi qui suit les élections européennes, avec les traités dont nous hériterons et qui n'auront pas changé d'ici là, ce que nous changerons. Voilà tout ce que nous ferons. Une vision de long terme, mais aussi une vision de court terme, pour dire comment nous serons utiles aux Européens dès le lendemain de l'élection européenne, pour pouvoir enfin changer les règles du jeu en Europe. Je me retrouve dans mon discours, excusez-moi, parce que je ne sais plus où j'en suis, j'ai parlé d'Europe, et à force de parler comme ça, c'est aussi la condition. Ce que je vais faire pour faire une parenthèse, pour que ça passe bien, je vais remercier quand même quelqu'un que j'ai envie de remercier, parce que ça me fait très plaisir qu'il soit là, et qu'il ait rejoint Génération il y a quelques jours, le premier député de Génération, Régis Juanico. On avait des députés européens, des sénateurs, et d'ailleurs, je vais le dire, il va le dire aussi dans les jours qui viennent.
Dans quelques jours, Emmanuel Macron, qui réduit les pouvoirs du Parlement, convoque en congrès le Parlement à Versailles pour délivrer un discours de 2 heures. Et les parlementaires qui se voient réduits dans leur rôle iraient obéir à la convocation du président de la République qui méprise nos institutions, les instrumentalise pour sa communication. Alors je vous le dis, moi j'appelle toute l'opposition démocratique dans ce pays, toute l'opposition, et pour commencer la gauche, à ne pas se livrer à cette parodie de démocratie. La vraie démocratie, le respect de la République, ce n'est pas de répondre aujourd'hui à la convocation d'un monarque. C'est de justement dire que l'Assemblée nationale est partout là où les députés se réunissent. Et elle ne sera pas, et elle ne peut pas être silencieuse au Congrès à Versailles à écouter un monarque lui adresser la leçon. Donc je le demande à la gauche parlementaire, même à la droite parlementaire, au nom de l'idée que nous nous faisons de la démocratie, n'y allez pas. Honorez notre République, et nous serons fiers de vous voir, non pas assis benoîtement et silencieux à Versailles, mais debout dehors à parler votre écharpe autour du cœur, à parler de la démocratie. Mais en tout cas, n'allez pas à cette convocation. Fin de la parenthèse, Régis Juanico. Alors, je vous le disais, je vous parlais d'Europe. Le coup de menton d'Emmanuel Macron et ses coups de menton ne sont pas seulement ridicules. Ils ne sont pas seulement ridicules. Se prendre pour Louis XIV au XXIe siècle, dans un monde aussi complexe, ne produit quoi? Évidemment, aucun effet. Face à Salvini, il cède. Face à Poutine, il cède. Peut-être demain, face aux héritiers de Bachar el-Assad, il cédera. Et j'ai bien peur que si à l'Élysée on est très fiers de communiquer sur le chien Nemo, M. Trump et lui choisit d'appeler son animal de compagnie Jupiter. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'est dur qu'envers les plus faibles. Et je le dis sans détour, le macronisme aujourd'hui est avant tout et intrinsèquement un racisme social. Je l'ai répété, je le répéterai. Je veux le redire parce que le mirage n'est pas entièrement dissipé. La fête n'est pas encore achevée chez Gatsby le Magnifique, ce héros trouble de Francis Scott Fitzgerald qui fascinait tant les élites. Son idéologie peut paraître insaisissable aux Français. Il n'est évidemment pas de gauche, il le dit lui-même. Il n'est pas non plus gaulliste tant il est obsédé par la finance et les privatisations. Il n'est pas non plus démocrate politiquement, vu son mépris du Parlement et des droits des citoyens et la façon dont il traite ceux qui viennent chez nous dans la loi Asile-Immigration. En fait, le seul fil rouge, sa seule cohérence, ou la cohérence de sa pensée, c'est l'insupportable, je veux le dire, parce que je ne le supporte plus, mépris des plus faibles, des pauvres, de ceux qu'il nomme les illettrés, les sans costards, je le cite, les riens. Sa comparaison épouvantable entre ceux qui se battent pour 50 € d'APL et le sacrifice du colonel Beltrame. C'est sa politique toujours plus dure envers ceux qui sont déjà dans la difficulté, les personnes handicapées, les chômeurs, stigmatisés, les retraités. À ceux-là, on va rendre la vie encore plus difficile. Et je souhaite dire simplement ceci. Monsieur Macron, quand on mange, Monsieur Macron,
quand on mange chaque jour dans des assiettes dont chacune vaut un RSA. On évite l'indécence de critiquer le pognon de dingue que coûte le RSA quand celui-ci ne permet même pas à des millions de Français de manger à leur faim. C'est un problème, quand même. C'est un problème que le président de la République de la France ne prononce jamais, jamais les mots de justice sociale, jamais les mots d'égalité, de redistribution ou de fraternité. C'est pourtant simple qu'il lève les yeux de son miroir et les pose sur le fronton d'une école. C'est un problème que le président de la France n'aime que les riches et les puissants et se révèle en fait d'une si terrible pauvreté morale. Emmanuel Macron aime les winners, c'est-à-dire les siens, sa caste, celle qu'il sert et qui avec lui se sert depuis maintenant 1 an. Et nous le disions en 2017, la start-up Macron n'avait pas de soutien, elle n'avait que des actionnaires. Et l'heure de la distribution des dividendes, vous l'avez compris, a sonné. Sur fonds publics, suppression de l'ISF, de l'exit tax, des milliards d'euros engloutis sans aucune contrepartie économique. Il est le président d'une bourgeoisie réunifiée et qui ne fait, elle, plus du tout semblant d'être de droite ou de gauche, puisqu'elle est totalement au pouvoir. Alors, nous serons, nous, dans la patrie de l'égalité proclamée, le mouvement de l'égalité réelle. Encore un mot trop souvent délaissé, renié, ignoré. Nous aimons l'égalité. Nous la porterons en panache. Égalité totale des femmes et des hommes et pas le féminisme cosmétique qui rend hommage à Simone Veil et en même temps bloque le congé parental en Europe. Égalité des territoires, parce que Parcoursup vient encore nous montrer à quel point un enfant né en banlieue est discriminé dès le plus jeune âge, malgré son travail et son mérite. Déjà condamné à attendre le ruissellement des places que les privilégiés lui auront laissées. Et puisqu'on célèbre cette année mai 68, n'oublions pas que la situation n'a pas beaucoup changé depuis que Pierre Bourdieu écrivait à la même époque Les héritiers et la reproduction. Alors, égalité de formation, égalité de sécurité, égalité de logement, égalité dans l'accès à l'emploi, égalité évidemment entre les générations, égalité, 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 parce que nous ne nous en lasserons jamais. Parce qu'il faut bien que quelqu'un en parle, la défende, la célèbre dans cette période où l'inégalité est hélas devenue la norme. Je terminerai, je conclurai, mes chers amis, par un mot sur notre avenir. Génération, ça y est, s'est dotée d'une charte au Mans, il y a 6 mois, d'une démocratie et d'un manifeste. Maintenant, il est l'heure, si vous voulez d'ailleurs, il est l'heure de nous tourner, je veux le dire solennellement, entièrement, intégralement désormais vers l'extérieur, vers les Français et la société française. L'histoire que nous voulons partager est une histoire que nous voulons partager avec nos concitoyens. Elle est celle de la société qu'ils mettent eux-mêmes en mouvement. Et au fond, si je devais résumer en un mot le sentiment et le tempérament qui nous rassemblent, nous résument le mieux, ce serait la confiance. La confiance dans la commune humanité, en dépit de tout, en dépit de la démence d'un monde qui aujourd'hui dévore ses propres entrailles, en dépit d'une époque qui exile la beauté, en dépit d'une époque qui met en jachère les consciences,
en dépit des ténèbres du fascisme, du racisme, du nationalisme et du fondamentalisme. La folie fait le tour du globe comme le soleil, elle brille partout, nous disait la nuit des rois de Shakespeare. Eh bien, à leur folie destructrice, nous opposerons, nous, avec les Français, la force irrésistible de notre joie et le refus de la résignation. Nous prenons aujourd'hui un engagement, et je le prends en votre nom, les uns vis-à-vis des autres, et ensemble, tous ensemble vis-à-vis des Françaises et des Français. Génération présentera le plus beau visage, celui de la France d'aujourd'hui, qui pense et prépare le monde de demain. Génération va faire entrer par effraction, s'il le faut, dans ce jeu trop verrouillé, de nouveaux citoyens, de tous les âges et de tous les horizons, de tous les quartiers, de toutes les conditions, de toutes les générations. Nous les présenterons au suffrage de leurs semblables. Dans cette République qui aujourd'hui refuse de considérer tant de ses citoyens. Et je vais vous dire, ils gagneront. Et ils feront gagner nos idées. Ils porteront face à un système à bout de souffle le vent de la fraternité nouvelle. Aux Français, à partir de ce 1er juillet, nous disons « Rejoignez cette force enfin à votre image. Ici, vous serez écoutés. Ici, vous prendrez la parole si vous le voulez. Ici, vous déciderez. » Et aux puissants, je dis « Attention, tendez l'oreille, tendez bien l'oreille. Voilà la génération qui vient. Vive génération, vive l'unité, vive la grande gauche écologiste européenne, vive l'Europe et vive la République.